One of the most interesting I did with generative AI is that once I was thinking of a business plan and I discussed this plan with ChatGPT to make it more realistic and more complete. However, when I try to ask for some statistical data, it is not new enough because the database of ChatGPT is only by 2021. It even gave out some wrong data. I think that no one would have expected these results like those we are observing now regarding generative AI. And of course, this can be scary, but they represent great steps forward for us, and they are going to impact everyone's life. So I think that we need to stop to be afraid of them, but instead we need to take advantage of the huge potential of these new technologies. It is important to know that emotional touch and empathy cannot be replaced and replicated by algorithms. I think human emotions and preserving the unique creative voices is very valuable in the future working environment. Bonjour Jean-Sébastien Blanc, Bonjour. directeur général adjoint en Bonjour à toutes et à charge tous. des ressources humaines chez Engie. Emmanuel Fine-Laurent, bonjour, vice-président Digital Solutions. Alors, en préparant cette interview, vous avez mis en avant une approche, je dirais, assez pragmatique. On l'a entendu aussi, beaucoup de pragmatisme chez les différents dirigeants. Enfin, pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes saisi de ce sujet ? Écoutez, on a une approche pragmatique parce que l'intelligence artificielle dans un groupe industriel et intégré comme Engie, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années et je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre vous en termes de maintenance préventive, en termes de prédiction. L'usage de la data est quelque chose qui est très important dans une entreprise comme la nôtre. Simplement, avec Generative AI, nous allons un cran beaucoup plus loin et c'est une approche effectivement qu'on a développée avec Emmanuel et ses équipes pour être très pragmatique parce que c'est un objet qui, je pense que c'est le constat qu'on peut avoir des précédents témoignages, c'est un objet qui est nouveau dans sa portée, dans son usage. Donc on a une approche avec beaucoup d'expérimentation. Donc effectivement, c'est une approche qu'on a mis en œuvre avec l'Excom, qui est très impliquée, y compris notre directrice générale, Catherine McGregor, qui s'intéresse de très près à ces sujets. Elle a d'ailleurs été nommée cette semaine au conseil d'administration de Microsoft. Et donc concrètement, nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire dédiée dès avril, donc avec des data scientists, des experts des technologies, des développeurs, mais aussi des juristes. Nous avons adressé 4 principaux sujets. D'abord, étudier et choisir les technologies que nous voulions mettre en œuvre. Ensuite, collecter les différents cas d'usage, les classifier, les prioriser. Analyser aussi les risques. Et enfin, définir nos principes de conduite et nos priorités. Donc nous avons collecté à la fois la vision stratégique avec notre management et l'Excom, mais aussi toutes les idées et opportunités sur le terrain. Et donc on a un portfolio de centaines de cas d'usage qui couvre à la fois des usages pour nos clients, des usages internes pour nos collaborateurs, mais aussi d'autres usages pour améliorer la performance énergétique. Donc on voit bien que vous avez très rapidement voulu structurer le sujet finalement avec quelles règles du jeu et dans le prolongement, quelle gouvernance ? Donc le maître mot, c'était la confiance. Nous n'avons pas voulu interdire les outils comme ChatGPT. Au contraire, nous avons sensibilisé nos collaborateurs aux règles du jeu et aux risques. Puis nous avons mis en place notre propre chat interne. Et l'idée, c'était de pouvoir aller vite, expérimenter, apprendre. Et donc, nous avons mis en place des plateformes mutualisées et sécurisées. Je pense qu'une des clés du succès par rapport à ce type d'outils, c'est, comme le dit Emmanuel, d'avoir un alignement entre la vision stratégique qui est portée par le top management, qui est souvent pas digital native, comme vous pouvez le voir à mes cheveux blancs, et le fait que l'organisation, elle, a à la fois de l'appétit et de la crainte par rapport à cet outil-là.
Donc il y a des règles du jeu, il y a une dynamique, on a 300 bacs à sable, hein, comme vous l'avez compris, sur lesquels on a des expérimentations. On se donne quelques semaines et en fait on avance très rapidement en faisant des essais et des erreurs et en passant assez rapidement à des déploiements à l'échelle. C'est-à-dire quand on a un cas qui nous montre qu'on a un usage de Generative AI qui est pertinent, ben comment on va pouvoir le déployer très rapidement. Et c'est aussi pour ça qu'on a une organisation qui est très structurée par métier et par fonction et qui permet de capturer l'intelligence ou la viabilité d'une solution pour après ça la déployer sur une grande échelle. Quel impact l'IA générative peut-elle avoir sur vos métiers? Quels enjeux? Alors, on a plutôt une vision globalement positive de ce que ça peut avoir comme impact pour un groupe comme Engie. On a beaucoup de métiers dans le domaine de l'énergie, hein, de la vente d'énergie aux clients, à la production d'électricité, aux services énergétiques, aux entreprises, aux collectivités. Et globalement, nous voyons bien que ce soit pour les fonctions support ou les fonctions opérationnelles, ça va apporter une brique qui devrait normalement être un outil d'aide à la décision, de préparation, pour libérer du temps utile pour les collaboratrices et les collaborateurs. Et c'est un échange que j'ai régulièrement, notamment dans le domaine des ressources humaines, en disant à mes équipes, écoutez, si on arrive à bien qualifier les outils, à bien les utiliser, tout le travail qu'on fait sur la mobilité devrait être simplifié, qui fait qu'à un moment donné, vous aurez plus d'options de collaborateurs pour un même poste ou de parcours de carrière pour une même dimension. Mais à ce moment-là, votre temps utile sera de travailler avec les gens et de travailler avec les collaborateurs. Maintenant, il ne faut pas exclure qu'il y a aussi une part d'inquiétude et une part d'incertitude. Et on est très transparent dans le dialogue social avec les partenaires sociaux pour avancer ensemble sur la maîtrise de ce sujet-là. Emmanuel? Donc effectivement, nous voyons que l'intelligence artificielle donne beaucoup plus de capacité à nos employés en interne pour exploiter des volumes de données, de la documentation technique très complexe ou vraiment cibler ce qui répond à leurs besoins. Ça permet aussi d'accéder à des documentations dans différentes langues qu'ils ne maîtriseraient pas forcément. Et nous avons aussi de réels gains par rapport à la qualité de nos services clients. Donc Engie fournit de l'électricité, du gaz et des services à plus de 20 millions de clients particuliers. Et on voit que l'intelligence artificielle générative permet de mieux répondre aux questions en fonction des profils, des spécificités de nos clients. Cette montée en compétences dont vous parlez, il faut évidemment l'accompagner. Ça pose la question de la formation. Comment préparez-vous vos collaborateurs et comment embarquez-vous tout le monde dans cette transformation? Donc, nous communiquons, nous faisons de la sensibilisation sur les bonnes pratiques, sur les techniques pour maîtriser au mieux la technique de prompt, par exemple. Et nous avons aussi des challenges comme des hackathons ou des data challenges avec nos communautés de data scientists pour promouvoir l'innovation et échanger entre eux. Il faut que la Generative AI et tous ces outils-là soient appropriés le plus possible par les collaborateurs parce que c'est ce qui permettra de diminuer les inquiétudes et ce qui permettra d'avoir un impact positif. À la fin, on a besoin, nous, d'améliorer la performance de l'entreprise, d'améliorer la productivité et de le faire en embarquant les collaboratrices et les collaborateurs. Bon, on sait qu'une entreprise est un corps social qui passe son temps à s'adapter à toutes les transformations. On a vécu, comme le disait la personne qui était sur scène tout à l'heure, on a vécu le passage à l'informatique, à Internet, au web, etc. C'est une nouvelle dimension. La seule différence, c'est que cette dimension-là, elle avance infiniment plus rapidement que toutes les autres. Donc, quelle va être la capacité de notre corps social à être prêt? Quelles vont être les conséquences positives et négatives sur l'emploi? Comment on va faire? On est convaincu de deux choses. C'est que cette transformation doit être accompagnée par de la communication et de la compréhension et que le levier formation va être critique. Donc, comme l'a dit Emmanuel, aujourd'hui, on a des dimensions de formation qui sont liées à l'appréhension et à la compréhension de l'outil. On a un grand appétit des salariés, hein. Comme on a dit, on a fait confiance aux gens, donc vous pouvez utiliser ChatGPT et on a un outil qui est propre à nous. On voit bien qu'ils font des essais, des erreurs et qu'ils jouent avec, et c'est ce qui va contribuer aussi à faire évoluer la culture. On parle beaucoup de l'empreinte carbone, hein, de l'IA générative. Comment une entreprise comme Engie, qui s'est donné des objectifs ambitieux en termes de décarbonation, peut-elle
s'emparer de ce sujet? Donc, l'empreinte carbone des IA génératives est principalement liée à l'entraînement des modèles. C'est vraiment 99% des émissions qui est liée aux entraînements. L'utilisation est plus raisonnable en émissions carbone parce que, par exemple, une requête ChatGPT consomme 100 fois moins que manger 1 gramme de viande de bœuf. Donc l'enjeu pour l'ensemble des acteurs, c'est de décarboner les data centers dans lesquels sont entraînés ces modèles. Nous n'envisageons pas au sein d'Engie de créer et d'entraîner from scratch nos propres LLM. Je voudrais compléter par 2 éléments. D'abord, nous sommes tous en train de travailler pour être neutre carbone en 2045 sur nos 3 scopes et nous engageons nos collaborateurs dans cette dimension sur le plan des voyages, des déplacements et de l'empreinte carbone des bâtiments. Nous avons besoin, je pense collectivement, d'apprendre aussi la sobriété en termes d'utilisation des outils informatiques parce que comme c'est quelque chose de virtuel, on n'a pas conscience effectivement qu'une ligne de code génère des consommations d'électricité et donc des émissions de CO2. Et la deuxième chose, pour compléter ce qu'a dit Emmanuel, nous, c'est une grande source de business pour nous, parce que des gens comme AWS ou Microsoft doivent se verdir, et donc nous avons énormément de contrats avec ces entreprises pour leur fournir de l'énergie renouvelable. Et par ailleurs, nous avons beaucoup d'activités pour capturer la chaleur fatale de ces centres de services, pour la recycler, notamment dans le cadre des réseaux de chaleur urbains. Une partie de vous, aujourd'hui, si vous êtes résident en région parisienne, est chauffée, notamment grâce à des réseaux urbains pilotés par Engie, sur la base de serveurs dont on récupère la chaleur. Quelle est, en conclusion, à tous les deux, votre vision stratégique de l'IA, vos convictions peut-être, et éventuellement aussi vos craintes, vos interrogations? Alors, là-dessus, c'est un peu une boutade, mais je parle souvent de faire attention à ne pas produire en interne des coyotes, c'est-à-dire des collaboratives idiotes. On doit faire très très attention à ce que cet outil collaboratif s'appuie sur l'intelligence humaine et donc dans la façon qu'on a de déployer l'outil, de le développer, de faire l'appropriation, il faut avoir conscience qu'à la base on réussira si on se base sur l'intelligence de nos collaborateurs. Or, trop souvent, dans nos process, dans nos outils, dans nos politiques, on a quelque chose qui est un petit peu trop strict, qui ne laisse pas assez de place à l'initiative individuelle. Donc il faut qu'on trouve l'équilibre entre quelque chose qui va être global et qui va être un peu systématique, mais quelque chose qui fait aussi appel à l'intelligence individuelle. Donc évitons collectivement de produire des coyotes. Donc nous sommes intimement convaincus du potentiel de l'IA générative, de tout ce qu'elle va apporter pour décarboner notre planète et améliorer le futur de nos enfants, de nos petits-enfants. Et Engie est une société qui innove, qui transforme, aussi bien dans ses propres métiers. On développe l'hydrogène et des énergies plus vertes, et dans vraiment notre culture. Donc il y a un réel engouement de la part de nos collaborateurs pour avoir accès à toutes ces technologies et sur des cas d'usage de plus en plus variés. Merci beaucoup, merci pour ce partage très intéressant. Ce sont les dirigeants de Bouygues qui vont me rejoindre dans un instant. Avant cela, bien sûr, on continue d'écouter les jeunes sur leur utilisation et leur vision de l'IA générative.